Monsieur, bonsoir. Bienvenue à une nouvelle édition de Direct. Plusieurs dossiers à vraiment être discutés aujourd'hui. Et nous allons commencer avec la visite actuelle du président Abdel Fattah el-Sisi en Ouzbékistan, qui est venu couronner un quart de siècle de coopération fructueuse entre les deux pays, notamment depuis l'inauguration à Tachkent de la première ambassade égyptienne en 1993. Monsieur le Président est arrivé hier à Tachkent. Il a commencé des pourparlers aujourd'hui et c'est la dernière étape d'une tournée en Asie. Et pour plus de détails concernant ce sujet, nous allons non seulement regarder un commentaire ensemble maintenant, mais également nous aurions notre débat principal concernant ce dossier dans quelques secondes. Mais commençons tout de suite avec le commentaire. Du président coïncidait avec la cérémonie organisée à l'occasion du 25e anniversaire de l'inauguration de la première ambassade égyptienne à Tachkent. Et également, pour parler de nouvelles pour cette édition, nous allons également parler de la visite ou la tournée du président el-Sisi qu'il avait menée également en Chine. Le président Abdel Fattah el-Sisi a été reçu au cours de cette visite par son homologue Xi Jinping ainsi que pays et également en marge du forum sino-africain. Le chef de l'État s'est également entretenu avec un nombre de présidents africains, dont celui du Soudan, du Sud-Soudan et de l'Éthiopie. Et il faut là également mentionner que l'Égypte a signé plusieurs mémorandums et plusieurs accords et protocoles avec le côté chinois concernant des projets d'investissement en Égypte, surtout pour le développement de la région du canal de Suez, ainsi que d'autres projets couvrant toute l'Égypte. Et également, ces projets de développement vont non seulement promouvoir l'investissement chinois, mais également va attirer d'autres fonds, des investisseurs venant des quatre coins du monde afin d'investir ici en Égypte. Et afin de parler des résultats de cette première étape de la tournée, ou deuxième étape de la tournée du président el-Sisi en Asie, il s'agit de la Chine. Quels sont les résultats de cette visite? Nous avons contacté par téléphone Dr Raouf Ghafar, expert en économie. Bonsoir. Bonsoir. Alors, Dr Ghafar, là, on parle de résultats de cette visite du président el-Sisi, visite officielle en Pékin. Il a été reçu par le chef de l'État chinois également. Il a participé au forum sino-africain. On attend à plusieurs résultats positifs de cette visite. Selon vous, quels sont les traits de la réussite de cette visite? Si on commence avec le forum sino-africain, nous devons dire qu'il y a eu des engagements, il y a eu beaucoup de protocoles qui ont été signés avec une dizaine de pays africains. Pour justement augmenter le niveau des relations économiques entre la Chine et l'Afrique en particulier, et augmenter encore l'investissement chinois dans le continent africain. Oui. Et ça, c'est d'un côté. De l'autre côté, notre président, à l'occasion qu'il était là-bas, il s'est entretenu avec une
une dizaine de chefs d'État africains qui étaient là-bas pour promouvoir les relations bilatérales entre l'Égypte et les pays africains qui assistaient à ce forum. Oui. Donc, sur le plan Afrique, et je pense que d'ici quelques mois, des résultats très positifs vont apparaître et je pense que beaucoup de commerce entre la Chine et l'Afrique sera de passage par l'Égypte. Surtout que, comme vous l'avez dit, la Chine, elle investit, elle va investir, disons, dans la zone économique du canal de Suez et elle va établir des industries. Je pense que ça sera la base pour couvrir les marchés africains. Oui. Donc ça, c'est sur le plan africain. Quant au plan égypto-chinois, Oui, les relations bilatérales. ce sont des résultats. Oui. Oui, concernant les relations bilatérales Oui. entre les deux pays. Oui, ça, ce sont des résultats vraiment excellents. Il y a eu des signatures de beaucoup de protocoles d'entente, de beaucoup d'accords sur pratiquement tous les domaines, c'est-à-dire les domaines industriels, domaine économique, domaine touristique, domaine militaire, sur tous les points de vue, même dans le domaine de l'espace. Ça, c'est nouveau, parce qu'ils vont nous fournir le know-how pour construire la première satellite égyptienne. Oui, et ça marque un pas très important, parce que ça commence, et nous commençons où les autres ont terminé, c'est-à-dire on ne se contente pas d'importer, mais on veut en plus avoir la technologie qui nous permettra de travailler nous-mêmes ici en Égypte et non pas compter sur des imports. Oui. Ça, c'est d'un côté. Sur l'autre plan qui est toujours nouveau, c'est sur le plan tourisme. Il y a un protocole qui a été signé pour essayer de doubler le nombre de touristes chinois qui viennent en Égypte, de 150 000 cette année à peut-être 300 000 l'année prochaine, avec ça va agrandir d'une année à l'autre. Donc ça, ce sont les deux domaines nouveaux. À part ça, nous avons entendu qu'il y a des accords signés pour des investissements très prochains en Égypte qui vont atteindre à peu près 12 milliards de dollars. Oui, c'est vrai. Docteur Raouf Gar, vous êtes expert en économie. Commandant général des forces armées, ministre de la Défense, de la production militaire, Mohamed Zaki, a affirmé aujourd'hui que les forces armées étaient déterminées à développer et à urbaniser le Sinaï et également à créer un climat favorable à la stabilité et au développement. Et cela a eu lieu lors d'une entrevue avec plusieurs dirigeants d'officiers et de soldats de la 3e armée de campagne où le colonel général Mohamed Zaki a souligné que le développement des capacités et techniques des diverses unités était en tête des priorités du commandant général des forces armées durant la phase actuelle. Et à présent, nous allons passer à notre partie commentaire. Comme je vous ai dit au début, la visite actuelle du président Abdel Fattah el-Sisi en Ouzbékistan, nous avons entamé par la nouvelle de son arrivée à Tashkent et également nous aurions notre débat principal, mais à présent un compte rendu de ces premières heures ou les premières heures de la visite du président el-Sisi à Tashkent. Et bien sûr, c'est la dernière étape de son périple asiatique qu'il avait mené d'abord à Bahreïn, puis en Chine, où il a assisté au 3e forum sur la coopération sino-africaine, comme on a vu. Et cette visite vient couronner 25 ans de relations bilatérales entre l'Égypte et l'Ouzbékistan. Plus de détails au cours de ce commentaire, puis on revient à la fin de notre édition afin de continuer un débat plus profond concernant la visite et ses aspects.
La visite actuelle du président Abdel Fattah el-Sisi en Ouzbékistan est venue couronner un quart de siècle de coopération fructueuse entre les deux pays, notamment depuis l'inauguration à Tashkent de la première ambassade égyptienne en 1993, rapporte l'organisme général de l'information, l'OGI. Dans un rapport rédigé à l'occasion de la visite du président el-Sisi dans cette république islamique en Asie centrale, l'OGI a souligné que la visite du président coïncidait avec la cérémonie organisée à l'occasion du 25e anniversaire de l'inauguration de la première ambassade égyptienne à Tashkent après l'indépendance d'Ouzbékistan. Selon le rapport, l'Égypte est le premier pays arabe qui a reconnu l'indépendance d'Ouzbékistan et établi des relations diplomatiques le 23 janvier 1992. Il existe de nombreux monuments qui révèlent la profondeur des relations entre les deux pays, comme le président Islam Karimov et dont l'actuel président Shavkat Mirziyoyev, élu en décembre 2016, œuvre à poursuivre l'exécution. Selon le rapport, le véritable coup d'envoi des relations entre l'Égypte et l'Ouzbékistan repose sur la visite effectuée en 1992 au Caire par le président Karimov à la tête d'une délégation gouvernementale lorsqu'il a signé nombre d'accords, dont l'accord des bases des relations et de coopération bilatérale, l'accord de coopération économique, scientifique et technique, l'accord sur le transport aérien et l'accord sur l'encouragement des investissements. M. Karimov a visité l'Égypte du 17 au 19 avril 2007 et discuté des problèmes régionaux et internationaux d'intérêt commun. Les parties égyptiennes et ouzbèques ont confirmé alors leur soutien aux efforts visant à éviter le conflit des civilisations et des cultures et jugé impératif l'instauration des principes du respect mutuel des religions et des particularités culturelles de toutes les parties. Les deux pays ont signé en septembre 1993 un protocole de coopération dans le domaine des affaires islamiques et des Waqf. En mai 1995, un accord de coopération en termes d'enseignement. En octobre 1995, un accord sur la coopération touristique et en juin 1995, accord sur la coopération agricole. Passons aux dossiers régionaux où la région d'Idleb, dans le nord-ouest de la Syrie, se prépare à subir la dernière grande bataille de la guerre qui dure depuis 7 ans, poussée par ses succès militaires obtenus avec le soutien décisif de la Russie et de l'Iran. Le président syrien Bachar el-Assad veut reprendre l'une des dernières grandes enclaves aux mains de ses ennemis, la région d'Idleb, dans le nord-ouest du pays. Les détails. La région d'Idleb, dans le nord-ouest de la Syrie, se prépare à subir la dernière grande bataille de la guerre qui dure depuis 7 ans. Poussé par ses succès militaires obtenus avec le soutien décisif de la Russie et de l'Iran, le président syrien Bachar el-Assad veut reprendre l'une des dernières grandes enclaves aux mains de ses ennemis, la région d'Idleb, dans le pays. Parmi eux, quelques milliers de terroristes étrangers pris au piège dont se réduit à assiéger. On peut craindre une nouvelle tragédie humanitaire et c'est le sens du cri d'alarme lancé par Stéphane de Mastura, le représentant spécial des Nations Unies pour la Syrie. Le diplomate a lancé un appel à la Syrie, à la Russie et aussi à la Turquie voisine, très impliquée pour éviter une catastrophe humanitaire annoncée. Le représentant onusien a même proposé d'aller lui-même sur place pour ouvrir un couloir humanitaire afin de permettre l'évacuation des civils dont certains ont déjà vécu les sièges d'autres villes. Lors de ces longues batailles, les survivants avaient justement été évacués vers Idleb, mais cette option n'existe plus aujourd'hui. L'autre crainte de l'ONU, c'est le recours aux armes chimiques une fois de plus. Quand pour annoncer leur emploi, les médias de propagande russes ont commencé à diffuser des informations non sourcées accusant l'opposition syrienne de préparer une provocation chimique afin d'attirer une intervention occidentale. En avril dernier, les États-Unis, la France et le Royaume-Uni avaient bombardé 3 sites syriens en représailles à l'emploi de gaz chimique par le régime. Avec la bataille d'Idleb, c'est déjà l'après-guerre qui se dessine en Syrie avec ses luttes d'influence qui redessinent le Proche-Orient de demain. Mais c'est d'abord et avant tout 3 millions de civils qui risquent de payer au prix fort les ambitions des uns et des autres et qu'il faut aujourd'hui protéger et sauver.
La mission de l'ONU en Libye, MANUL, a annoncé la signature d'un accord de cessez-le-feu entre les groupes armés impliqués dans les combats près de la capitale libyenne Tripoli et qui ont déjà fait au moins 50 morts depuis le 27 août. Plus de détails concernant la situation actuelle en Libye avec Dalia Kar. Sous l'égide de l'envoyé spécial de l'ONU en Libye, Rassan Salamé, un accord de cessez-le-feu a été conclu et signé mardi pour mettre fin à toutes les hostilités, protéger les civils et sauvegarder les biens publics et privés. Après une nouvelle journée de violents affrontements au sud de la capitale, les combats marquaient une pause en début de soirée, mais il n'était pas clair si tous les groupes impliqués allaient respecter l'accord. La semaine dernière, un accord de cessez-le-feu annoncé par des dignitaires des villes de l'ouest du pays n'avait été respecté que quelques heures. La MANUL a précisé sur son compte Twitter que l'accord prévoit également la réouverture du seul aéroport en service à Tripoli, fermé depuis le 31 août en raison des violences. Elle a précisé toutefois que la réunion de mardi ne visait pas à résoudre tous les problèmes de sécurité de la capitale libyenne et que le but était de se mettre d'accord sur un cadre plus large pour aborder ces problèmes. Ont pris part à ces pourparlers fermés à la presse des officiers militaires et les chefs des différents groupes armés présents dans et autour de la capitale, ainsi que le ministre de l'Intérieur et d'autres représentants du gouvernement d'union nationale, le GNA, reconnu par la communauté internationale selon la MANUL. Les combats de ces derniers jours ont provoqué le déplacement de 1825 familles qui se sont réfugiées dans des villes voisines ou dans d'autres quartiers plus sûrs dans la capitale libyenne, selon le ministère des Affaires des déplacés dépendant du GNA. Un tiers des familles coincées dans les combats ont refusé de quitter leur maison par crainte d'actes de pillage et de vol. Une grande partie des familles restées sur place ont un besoin urgent de nourriture et d'eau, selon un rapport de ce ministère qui fait état d'attaques contre les secouristes et de vols d'ambulances, sans préciser les auteurs de ces agressions.